Nous sommes en 1971. Au fin fond du sous-sol de l'université de Stanford, une expérience glaçante se déroule. Ce qui avait commencé comme une étude du comportement humain en milieu carcéral a rapidement dégénéré en une démonstration terrifiante de notre capacité à la cruauté. L'expérience de la prison de Stanford, comme on l'a appelée, reste un rappel brutal de la fragilité de notre moralité, de la facilité avec laquelle nous pouvons succomber à l'attrait du pouvoir et des ténèbres qui se cachent en chacun de nous. Voici l'histoire de cette expérience. C'est une histoire de bonnes intentions qui ont mal tourné, de gens ordinaires transformés en agents d'oppression, et du pouvoir durable des forces situationnelles pour façonner nos actions. C'est une histoire qui continue de nous hanter, nous forçant à affronter la vérité troublante sur notre propre nature. Je m'appelle Philippe Zimbardo et j'ai été l'architecte de cette expérience troublante. Mon objectif était simple, comprendre les effets psychologiques de l'emprisonnement, décortiquer les couches des rôles sociaux et examiner l'expérience humaine brute qui se cache en dessous. Je pensais qu'en créant une simulation de prison réaliste, je pourrais isoler l'impact de l'environnement et observer comment les individus s'adaptaient au rôle qui leur était assigné. Nous avons soigneusement sélectionné les participants potentiels, ne retenant que ceux considérés comme psychologiquement sains et stables. Il ne s'agissait pas de criminels endurcis ou d'individus instables, mais de jeunes hommes ordinaires, des étudiants, avec leur vie devant eux. Ils étaient, en substance, des pages blanches sur lesquelles l'expérience allait s'écrire. Du moins, c'est ce que nous pensions. Le sous-sol de Jordan Hall, le bâtiment de psychologie de Stanford, a été transformé en une prison improvisée. Nous avons équipé l'espace de cellules nues, d'une pièce d'isolement et d'une zone réservée aux gardiens. L'environnement était conçu pour être stérile, oppressant et dépourvu de tout semblant de liberté. Les participants, assignés au hasard comme gardiens ou prisonniers, ont été rapidement dépouillés de leur identité. Les prisonniers ont reçu des uniformes, des numéros et ont été forcés de porter des bas nylons sur la tête pour simuler des têtes rasées. Les gardiens, quant à eux, ont reçu des uniformes, des lunettes de soleil réfléchissantes qui masquèrent leurs yeux et des matraques en bois, symbole de leur autorité. La scène était prête, les acteurs en place. L'expérience avait commencé. Quelques heures après le début de l'expérience, une transformation effrayante a commencé à s'opérer. Les gardiens, initialement hésitants, ont embrassé leur nouveau pouvoir avec un zèle alarmant. Ce qui avait commencé comme des railleries enjouées s'est rapidement transformé en abus systématiques. Les prisonniers, dépouillés de leur identité et soumis à des humiliations incessantes, sont devenus renfermés, soumis et totalement démoralisés. Les frontières entre la réalité et la simulation se sont estompées, l'environnement artificiel prenant vie. Les gardiens, enhardis par leur autorité, ont imaginé des punitions de plus en plus cruelles pour des infractions mineures. La privation de sommeil, l'exercice forcé et l'isolement cellulaire sont devenus monnaie courante. Les prisonniers, dépouillés de leur dignité et de leur espoir, se sont repliés sur eux-mêmes, le moral brisé. Section 5. L'ivresse du pouvoir, cruauté et soumission en action. Un incident, en particulier, témoigne de façon glaçante du pouvoir de la situation. Un prisonnier, poussé à bout par les abus incessants, a entamé une grève de la faim comme acte désespéré de défiance. Au lieu de reconnaître cela comme un appel à l'aide, les gardiens y ont vu une remise en question de leur autorité. Ils ont tenté de le nourrir de force, leurs actions frisant le sadisme. Les autres prisonniers, initialement solidaires de la protestation de leurs camarades, ont été contraints de se retourner contre lui, craignant de nouvelles représailles. Les gardiens, ivres de pouvoir et absorbés par leur rôle, avaient réussi à monter les prisonniers les uns contre les autres, renforçant ainsi leur contrôle. Section 6. Une fissure dans la façade. Le point de vue extérieur. Au fur et à mesure que l'expérience progressait,
je me suis moi-même empêtré dans la toile de ma propre création. Aveuglé par mon rôle de directeur de la prison, je n'ai pas réussi à reconnaître les limites éthiques que j'avais franchies. Il a fallu l'intervention d'une personne extérieure, une étudiante diplômée nommée Christina Maslach, pour briser l'illusion et révéler le côté sombre de l'expérience. Horrifiée par ce qu'elle a vu, Christina m'a confronté, ses paroles étant une dose de réalité bien nécessaire. « C'est terrible ce que vous faites à ces garçons », s'est-elle exclamée, la voix tremblante de colère et d'incrédulité. Ces paroles ont percé le brouillard de l'expérience, me forçant à affronter l'abîme éthique dans lequel nous étions tombés. Section 7. La fin abrupte. Une intervention nécessaire. L'intervention de Christina a marqué un tournant. Son indignation, son refus d'être complice de l'horreur qui se déroulait, m'ont forcé à prendre conscience de la gravité de la situation. L'expérience, initialement prévue pour durer 2 semaines, a été brutalement interrompue au bout de 6 jours seulement. Les conséquences psychologiques sur les prisonniers et les gardiens étaient indéniables. Les prisonniers, traumatisés par leur épreuve, présentaient des signes de stress extrême, d'anxiété et de dépression. Les gardiens, forcés de confronter les ténèbres dont ils étaient capables, étaient aux prises avec la culpabilité, la honte et la réalisation troublante qu'ils n'étaient pas si différents des monstres qu'ils étaient devenus. Section 8. Les échos de Stanford. Réflexion sur la nature humaine. L'expérience de la prison de Stanford est un témoignage effrayant du pouvoir des forces situationnelles pour modeler le comportement humain. C'est un rappel brutal que même les plus ordinaires d'entre nous, lorsqu'ils sont placés en position de pouvoir, sont capables d'actes d'une cruauté inimaginable. C'est un récit édifiant sur la fragilité de notre moralité, la facilité avec laquelle nous pouvons succomber à l'attrait du pouvoir et les ténèbres qui se cachent en chacun de nous. Les échos de Stanford continuent de résonner aujourd'hui, nous rappelant l'importance des considérations éthiques dans la recherche, les dangers d'une autorité incontrôlée et la nécessité d'une vigilance constante pour préserver notre propre humanité. Car en chacun de nous réside le potentiel du bien et du mal. Et le chemin que nous choisissons d'emprunter est souvent déterminé par les situations dans lesquelles nous nous trouvons.